Bonjour Sébastien. Bonjour Laetitia. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le point sur tes perspectives 2019, mais donc avant de regarder devant, regardons dans le rétro et rappelons-nous ce que tu nous disais début 2018 quand tu nous parlais des complaisants irrationnelles, quand tu nous disais que sur les marchés tout était trop cher. Effectivement, l'année qu'on vient de vivre, parfois douloureusement, a vraiment illustré ton propos et donc on a vraiment vu que les différentes classes d'actifs étaient survalorisées. Début 2019, on est dans un contexte tout autre puisqu'on a connu différents non pas crack, mais différentes petites crises sur les marchés. Comment vois-tu les marchés aujourd'hui ? C'est déjà un premier constat, c'est qu'il y a effectivement des choses à acheter désormais. Et la bonne question qu'on doit se poser sur les marchés, c'est est-ce qu'on revit ce que j'appelle une 2015-2016 ou pas ? Pourquoi ? Parce que 2015, c'est un peu la même idée. La Chine ralentit. Le pétrole baisse fortement, du coup on se pose des questions sur la croissance des États-Unis, la Fed monte ses taux en décembre et le marché a clairement une performance très difficile sur ce moment-là. Alors il y a des arguments pour jouer ce scénario, clairement. Hein. Le fait que le pétrole ait baissé, c'est plutôt bon pour les économies occidentales comme la nôtre, typiquement. Le fait qu'il y ait un certain nombre de conflits politiques peut-être en passe d'être réglés, je pense à l'Italie, c'est peut-être derrière nous, le Brexit, on en parle aussi. Et bien entendu, le conflit entre les États-Unis et la Chine. Et puis, ne pas oublier les mesures de relance budgétaire qu'on met en place en Europe, en particulier en France, avec les conséquences du mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Ça devrait donner quand même 0,3-0,4 points de croissance en plus en 2019. Donc, c'est peut-être un bon point d'entrée, comme ça l'avait été courant 2016. Alors ça, c'est le scénario sympathique. Oui. Les scénarios un peu plus alarmants, donc celui d'une récession. Le scénario où effectivement c'est un peu plus grave que ça a un certain nombre d'arguments aussi. Hein. On voit quand même que les relances qui sont faites en Chine sont de moins en moins puissantes et produisent de moins en moins de résultats, que inexorablement l'économie américaine semble en fin de cycle. Donc on sent quand même que de toute façon si c'est pas pour maintenant, on sent qu'on s'approche d'une récession à terme. Oui. D'accord, donc pause ou récession, on ne sait pas lequel interviendra en premier. Et dans les deux cas, quelles préconisations pour nos clients et les investisseurs sur les placements qu'on propose ? Oui, si on veut garder à l'esprit qu'il y a cette récession au coin de la rue, comme on dit sur les marchés, sans doute il faut raccourcir ses investissements, donc avoir du cash et être capable de saisir justement ces points d'entrée sur les marchés. Ça, on le dit depuis de nombreuses années. Il faut savoir, peut-être que sur les maturités courtes, que ce soit sur le high yield ou encore plus sur les convertibles qui ont bien souffert l'an dernier, on a fait des portefeuilles modèles qui montrent qu'on obtient des rendements entre 4 et 6% en fonction de ce qu'on prend avec des horizons à 3 ans, et ce qui ça supporte bien même une récession si l'intensité n'est pas très forte. La dette senior non cotée, j'ai bien dit senior, parce que il est évident que les entreprises qui ont tiré trop fort sur le levier financier peuvent être soumises à des difficultés dans le cas d'une récession, évidemment. D'accord. Et donc cette récession remettrait un peu en cause notre modèle économique, donc il faudrait le réinventer dans un monde où c'est pas forcément évident, notamment en Europe, où la Banque centrale n'ayant pas encore entamé sa hausse des taux, elle a moins de levier que si elle l'avait fait. Comment penses-tu qu'on peut adresser cette situation ? Alors, c'est une très bonne question parce que cycle après cycle, on voit que pour relancer après une récession, il faut soit une bonne politique budgétaire, soit une bonne politique monétaire. Dans les deux cas, on a quand même des difficultés à ce stade de développement de la dette dans le monde. Et autant en 2008, qui était la grosse dernière récession, on a inventé finalement les quantitative easing quand on s'est rendu compte que les taux étaient limités à zéro, donc il a fallu aller plus loin. Et ça a fonctionné puisque la croissance globalement dans le monde est repartie. Ma conviction, c'est qu'il faudra encore inventer quelque chose. Si on tombe en récession, les quantitative easing ont eu du bénéfice au début, mais induisent aujourd'hui un certain nombre d'inconvénients qui dépassent les bénéfices. L'illustration des gilets jaunes récentes, mais qui s'extrapole partout dans le monde avec l'élection de M. Trump, le Brexit, Brésil, etc. en est aussi une preuve. Et je crois que le prochain quantitative easing, si on devait l'appeler encore comme ça, ce ne sera pas à destination des banques, qu'il faut monter finalement d'une manière générale les prix des actifs, mais plutôt à destination directement de nous, des ménages, et pour pousser à la consommation. Et ça, c'est très différent en termes d'impact sur le prix des actifs financiers. Très bien, donc en conclusion, on peut résumer ta ligne directrice 2019 en 3 mots. Prudence, opportunisme, sélectivité.
Et puis en traduction en termes de fonds sur ces 3 termes, on peut parler de Shelter Prince obligation moyen terme, du crédit court terme à yield notamment. On peut aussi parler de Shelter Prince convertible pour profiter de ces rebonds tout en bénéficiant de la sécurité d'un plancher actuariel. Et puis on peut envisager Shelter Prince Eurocréance, donc le 3e millésime de notre gamme de dettes privées non cotées, pour allier un rendement stable, des revenus récurrents et puis aussi un risque crédit un peu limité. Oui, c'est ça. Je crois que la bonne nouvelle par rapport à l'année dernière, quand on disait complaisance irrationnelle des marchés, c'est qu'on trouvait objectivement peu de choses à acheter. C'est qu'aujourd'hui, on trouve des choses à acheter qui résisteront dans le cadre d'une récession que je décris à moyen terme, qui ne sera pas trop puissante quand même. Très bien. Merci Sébastien. Merci Laetitia.